Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté de nous suivre sur Un jour un artiste. Aujourd'hui, j'accueille un artiste. Il est chanteur, réalisateur, compositeur. Aussi, ouais. Et producteur, éditeur, charcutier, boulanger, artisan. Si jamais il y a une fuite d'eau chez vous, au 36 26 26, je viens, je fais la plomberie. J'ai une baraque à frites aussi, rue Ernest Lavis. Tu remontes l'allée, il y a un rond-point, tu tournes à gauche. Alors, tu sais quoi, pendant que tu es lancé, je te laisse te présenter. Non, salut tout le monde, c'est Kamini. T'as déjà tout dit, un peu de ce que j'ai fait. Donc c'est Kamini, salut le gang, salut le crew. Et on est dans Un jour un artiste. C'est ça. Ça fait très France 3 quand même, Un jour un artiste. On dirait que tu vas recevoir Charles Trenet. Ouais, exactement. En gros, j'aime beaucoup Charlie, mon frère. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté de participer à cette émission. Pourquoi? Parce qu'en gros, là, c'est mettre en avant un artiste. L'avantage, c'est que là, ça fait 20 ans de carrière. Ça va nous permettre de rentrer au fin fond et au plus profond de ta personnalité, de ton côté artistique. Ok. Donc on va poser quelques questions sur ta vie. Donc tu t'es déjà présenté. La deuxième question, c'est artistiquement. À quel moment tu t'es senti une âme d'artiste? À quel moment tu as commencé une œuvre artistique? Très jeune, je pense que comme beaucoup d'artistes qui sont déterminés à percer, à se faire connaître, ça commence très jeune. Que tu prends même, je prends des stars internationales, tu prends des J-Lo, des Beyoncé ou n'importe laquelle, ils vont toujours dire moi depuis tout petit, j'ai toujours dit je ferais ça, depuis tout petit je savais que. On a tous ce truc de se dire dès qu'on est gamin. Donc moi, la passion pour la danse, la musique, pour l'art est venue très très jeune, et c'était aussi de par mon vécu, comme j'étais le seul noir dans ma classe à l'école primaire, pour ceux qui connaissent Marly Gaumont, la chanson, tout ça, j'étais le seul Renoir de ma classe et tout, à l'école, machin. Donc l'art, la musique, le dessin, les dessins animés, la danse, moi c'est la génération Michael Jackson, tout ça sont des choses qui me permettaient d'oublier un peu ce que je subissais, et surtout de t'évader un peu. J'étais un peu, l'espace d'un instant, dès que je me mettais à danser, chanter ou montrer mes bandes dessinées à l'école, j'étais l'artiste de l'école. Et on oubliait ma couleur de peau. Et donc du coup, c'était important. Et donc on va dire, j'ai eu une passion pour l'art dès l'âge de 7-8 ans. Ok, d'accord. Et dans la transition entre les 7-8 ans, tu as mis combien de temps pour réaliser ton tout premier projet artistique, mais plus dans le côté professionnel? On va dire, j'ai commencé à faire vraiment des vraies chansons avec des vrais prods à l'époque où il y avait Fruity Loops. Les beatmakers connaîtront l'apparition du logiciel Fruity Loops, quoi. On va dire début 2000, quoi. Je commence à faire mes prods, à enregistrer, à aller en studio. Mais qu'est-ce que c'était mauvais, alors. Tu crois que t'es fort, t'es nul. Tu sais, quand t'as 15-16 ans, tu crois que tes textes sont bien là, ouais, yo, il y a de la souffrance en dessous de la France. Nul. Mais tu crois que tu crois, donc bref, après c'est normal, tu t'évolues. Mais sinon, on va dire, ouais, j'ai commencé à être un peu carré vers 16-17 ans, quoi. Ok. D'accord. Et c'est à ce moment-là où tu as été connu? Ah non, moi j'ai percé, je me suis fait connaître, j'avais 25 ans, quoi. 25. Ouais, 24-25 ans, Marly Gaumont. Et tu faisais quoi avant Marly Gaumont et avant tout ce côté artistique? Ça c'est intéressant. Avant, moi j'étais infirmier. Avant de percer, on va dire les quelques années avant que je fasse le premier buzz sur Internet, j'étais d'abord étudiant infirmier à l'IFSI Croix-Rouge Calais, dédicace à ceux qui ont la ref, soit 400 personnes. IFSI Croix-Rouge Calais. Et donc voilà, j'ai fait mes études à Calais, école d'infirmier. Je ne sais pas par quel mécanisme. J'étais encore le seul Renoir dans ma classe, à Calais, dans les années 2000. C'est dingue, ça me poursuit. Seul Renoir de la classe, de la promo. Et donc j'ai mon diplôme, et puis je me dis c'est cool, j'ai verrouillé, j'ai un bon diplôme, je gagnais bien ma vie, je faisais des missions intérimaires. Par contre, je cravachais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de taf, on cherchait beaucoup d'infirmiers, il y avait des agences intérimaires pour les paramédicaux, il y en avait plein, Cellpro médical, je sais plus. Et donc du coup, je donne un exemple, des fois le lundi matin, je bossais dans un endroit, en maison de retraite. Le lundi soir, j'étais une nuit ailleurs. Le mardi, je bossais l'après-midi, je sais pas où. Ensuite, le mercredi, j'étais ailleurs du matin. Et du coup,
t'enchaînais les postes et tu cumulais. Et franchement, je faisais de l'oseille. Hein. J'avais quoi, 23, 24 ans. Je faisais du 3 000 euros par contre, par mois, 3 000, 4 000 euros. Mais par contre, je bossais de ouf. Et je me suis dit, avec cet argent-là, tiens, je vais monter ma petite boîte de prod, je vais m'acheter du matos et je vais me lancer en tant qu'artiste indépendant. Et c'est pour ça que c'est un conseil que je donne toujours aux artistes, de ne pas se faire piéger par la vie en mode là, ouais, je veux percer, moi, faut que je perce à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Plus tôt tu perces, mieux c'est, tant mieux. Mais le conseil que je donne à tous les jeunes, c'est passer des diplômes, les gars. Verrouiller un diplôme tranquille, t'as le temps de percer. Tu peux percer à 20 ans, 25, 30, 35. Un exemple que je prends souvent, c'est François Berléand, qui est un grand comédien. Il a percé sur le tard, prend François Berléand. Il est arrivé à 18 ans à jouer avec Guillaume Canet. Parce que de toute façon, quand François Berléand avait 18 ans, Guillaume Canet, il avait 1 an. Donc, déjà, il y a un peu de temps. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucun sens déjà dès le départ. Mais ce que je veux dire, c'est que on perce ce qu'on doit percer, quoi. Ouais, mais entre-temps, faut pas se faire piéger. Diplôme, verrouille un diplôme. Comme ça, t'es tranquille. Moi, demain, ça rentre plus. Je mets la blouse, infirmier libéral, j'ai aucun problème financier, tu vois, je veux dire. T'es tranquille, tu vois. Et du coup, je suis tranquille, en fait, j'ai pas d'emmerde dans la vie, tu vois. Je vis de mon art depuis 20 ans, mais si demain ça reste infirmier, tranquille. Tu peux revenir. Donc, voilà, faut verrouiller. Donc moi, j'ai pris conscience que j'avais ce diplôme, que j'avais verrouillé, je gagnais bien ma vie. J'investis, machin, j'ai monté ma boîte. Et après, j'ai trouvé une co-réalisatrice, Émilie, que je salue. Émilie Desbonnets. On a fait Marly Gaumont, machin, et après heureusement ou malheureusement, on s'en fout, mais en tout cas ça a explosé tout de suite quoi sur Marly Gaumont. Et alors qu'à la base j'étais plus pour une école méthodique, me faire connaître dans la région, faire des concerts, faire des tremplins, faire un clip, 2 clips. Moi j'étais plus, je suis une génération de années 80, donc j'avais plus cette méthode. On connaissait pas les buzz internet. Oui, bien sûr. Tu vois, moi le premier je connaissais pas. Et j'étais la vie a voulu que je sois le first. Le premier à faire ça en France, et en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Donc concrètement, ce que je faisais avant le buzz, avant de percer, j'étais infirmier, intérimaire, je voyageais de service en service et j'avais un fixe de nuit à mi-temps. J'étais infirmier de nuit à mi-temps en psychiatrie. C'est ça que je faisais avant de percer. Et tu vois, là tu nous as un peu raconté donc le topo de ta vie en globalité jusqu'à tes 25, 30 ans à peu près. Ouais. Moi la question que j'ai à te poser là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup écouté là ce que tu disais, quelles ont été tes pires expériences culturellement, quelles ont été ce qui t'a le plus blessé ou pas dégoûté parce que le mot est fort, mais qu'est-ce qui t'a le plus blessé? C'est un mot. Moi dans ma vie, après il y a beaucoup de choses qui culturellement. Culturellement par rapport à mon vécu. Ouais, ton expérience que tu as pu, tu vois, ce qui t'a un peu déçu, ou peut-être dans la vie culturelle, ce qui t'a un peu... Culturellement, dans l'art, tu veux dire, ou la culture... Dans ce que toi, tu as vécu depuis tes 20 ans d'artiste, artistiquement, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Ah ouais, non, j'ai... peut-être blessé? Non, j'irai pas... qui serait pu me blesser? Non, j'ai pas... Parce que moi je suis pas dans ce type d'émotion. Donc attends que je réfléchisse. Non, ce qui peut être parfois c'est que des fois on est dans un milieu où les gens vont te faire des promesses sur des trucs. Tu vois, tu penses que tu vas faire tel partenariat, tel truc avec telle personne qui dit ah ouais c'est génial machin et tout, et au final ça se fait pas. Et ça c'est le lot de tout le monde. Quelle que soit l'échelon, on va dire, sur lequel tu te situes artistiquement, tu auras toujours des gens qui vont te promettre ah on va faire ça, en fait ils le font pas. Et des fois t'as travaillé sur un projet, t'as mis du temps sur un projet et tu pensais vraiment aboutir à tel projet avec telle personne et ça se fait pas. Ça c'est un peu dur, mais c'est le game. Ça il faut accepter, c'est le jeu, tu vois, c'est comme ça. Il faut surtout en fait il faut jamais être aigri. En tout cas, voilà, moi c'est le conseil, c'est ce que j'essaye de le faire. Après ma personnalité me le permet, mais faut jamais être aigri. Je pense que ça sert à rien d'être aigri. La vie elle est comme elle est. Et faut avoir conscience que au moment où tu parles, au moment où tu vis, il y a toujours des gens qui ont 1000 souffrances que tu imagineras même pas, quoi. Les gens qui vivent dans des bidonvilles, qui vivent dans le tiers-monde, il y a la guerre et tout. Je veux dire, faut essayer d'être en pleine conscience de ça tout le temps. C'est pas évident. Ça m'arrive aussi des fois de m'énerver. Hein. Putain, mes clés, merde, elles sont où mes clés? Truc à la con. Mes clés sont dans ma poche, souvent passé comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, par quel mécanisme, j'arrive pas à les sentir. Parce qu'il y a une carte bleue qui couvre la clé au moment où tu cherches, tu sens pas la clé tout de suite. Mais elle est dans ta poche. Tu t'énerves pour un truc à la con. Donc voilà, on n'est pas Jésus-Christ, on n'est pas Bouddha.
Mais d'une manière générale, il faut essayer de ne pas être aigri et de vivre en pleine conscience, de dire qu'il y a des vrais problèmes sur Terre. Les gens, ils souffrent. Et on a tendance à vivre à l'échelle de notre rue, de notre allée, de notre région. Non, il faut vivre à l'échelle du monde. Se dire, ah, quand toi, je vais dire un exemple comme ça, hein, parce que j'ai été gamin, tu vois, quand toi, et c'est ça, mon père il me disait souvent ça, quand toi tu n'as pas la paire de Nike que tu veux, ou la paire de Louboutin que tu veux, pense qu'il y a des gens, ils ont même pas de pieds. Voilà. Ils marchaient dans un champ, ils marchaient sur une mine, plus de pieds. Tu vois, toi tu veux des chaussures, pense aux gens qui n'ont pas de pieds. Toi tu veux ceci, pense aux gens qui ont moins. Et c'est que comme ça que l'être humain, il peut se recentrer et être entre guillemets lucide et cohérent. Sinon tu vis dans l'envie, t'es jaloux d'un tel, t'es jaloux de ceci. Des fois moi je fais des lives TikTok et les gens ils débarquent là, ouais, tu prends du pognon là, t'as du pognon. J'ai frérot, je gagne ma vie correctement, mais putain, moi j'ai des potes, je peux te garantir, ils sont traders, t'imagines pas l'argent qu'ils font, hein. Les mecs, tous les 3 semaines tu vas chez lui, tous les 3 semaines il y a une nouvelle féfé. Une nouvelle, hein, pas en location, télé-réalité, hein. Tu vois, il y a des gens, ils gagnent vraiment de l'argent, donc si tu rages sur Camini, tu vas rager sur les multimillionnaires, ça n'a pas de sens. Donc il faut se recentrer, tu vois. En tout cas, moi c'est ma façon de penser. Ouais, et puis artistiquement, ça reste quand même quelque chose où c'est un combat de tous les jours, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est quand même quelque chose où chaque jour suffit sa peine. Ah ouais, et comme les artistes, demain il fera jour. Pour les artistes, c'est dur. On parle un peu la même langue et c'est vrai que ça, je m'en suis rendu compte. Et c'est pour ça que je te pose ces questions, parce que c'est des choses aussi. J'aime beaucoup les réponses que tu me donnes là. Et à l'inverse, tu vois, la question que j'aurais te poser, c'est quel a été ton plus beau souvenir ou tes plus beaux souvenirs? Parce que là, sur tes 20 ans d'artiste, de professionnel. J'en ai plein. Est-ce que tu aurais une anecdote ou même l'anecdote, la plus belle anecdote, moi, dans mon parcours de vie, qui rejoint mon artistique, c'est que voilà, j'ai été le seul Renoir et tout. Bon, on connaît la chanson, je l'ai pas répété 1000 fois ce truc-là, mais donc du coup, je souffrais des brimades des camarades, tu vois, qui étaient pas méchants. Des fois, c'était des enfants, donc on appelle ça du racisme primaire. C'était pas des nazis non plus. J'étais pas face au Ku Klux Klan, hein, avant les moments. Mais bon, tu souffres, t'es un gamin, c'est tout, c'est récurrent, machin, t'es isolé, t'es le seul Renoir et tout, machin. Et quand, 20 ans plus tard, je fais le buzz, et que je suis invité à Cora, à Saint-Quentin, à 40 km de Marly-Gaumont, et qu'il y a 5000, 6000 personnes, et que dans les 5000, 6000 personnes, il y a les tortionnaires du collège, qui sont là, eux-mêmes ils ont oublié qu'ils t'ont cassé la tête, hein. Ils ont oublié qu'ils me faisaient la misère au collège ou au lycée. Ils sont là, ouais, un autographe pour ma fille, ouais, un autographe pour moi, viens on fait une photo, machin. Je dis, ah putain, ça c'est bon la vie. Ça, tu vois, la vie, des fois, elle s'est récompensée. Elle s'est récompensée, elle s'est donné des leçons et tout, tu vois. Mais moi, quand c'était ma petite victoire, mais moi je leur disais rien aux gens. Je leur disais pas, ouais, mais tu sais que dans la chanson je parle de toi, hein, Nicolas, ta tête là, cacahuète là. C'est toi qui m'ont kikiné à l'école, à l'école là. Mais je disais rien, moi je savais, tu vois. Lui, ça se trouve, il a oublié, hein. Lui, ça se trouve, il sait même pas c'est lui qui. Ils oublient, tu vois. Mais c'est bien parce qu'au moins il a su aussi, pour ce Nicolas par exemple, être fier. Ah oui, bien sûr, de ce que je suis devenu, de ce que j'ai apporté à la région, de l'image de la tirage, de l'aide. Il s'est peut-être imprégné aussi de ton succès en disant, mais si lui, moi aussi, je peux peut-être. Peut-être, tu vois. Et donc moi, en tout cas, un de mes beaux souvenirs, c'est ça, c'est de me dire, ouais, faut être patient dans la vie. Et des fois, les revanches existentielles se font d'elles-mêmes, toutes seules, sans vouloir les reprendre spécialement. Moi, je voulais juste être artiste. Je pensais pas que les gens de mon parcours, que les gens du collège, du lycée, machin, allaient venir là, ceux qui me traitaient quand j'étais plus jeune là, demander autographe, machin, pour leur propre enfant, tu vois. C'est beau, tu vois, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et là, par rapport à tout ça, est-ce que c'est la fin, on arrive à la fin 2025, la fin d'année. Est-ce que tu as des projets là pour la fin d'année ou est-ce que tu as des futurs projets qui sont en attente ou qui vont arriver pour 2026? Beaucoup de projets, hein. Moi je suis quelqu'un qui écrit énormément, donc j'ai des courts-métrages en écriture, des longs-métrages, des séries. Après j'ai une grosse tournée, la grosse tournée des Zéniths avec Out of Feeling, spéciale année 2000, où on fait une grosse tournée des Zéniths avec tous les gens qui ont fait des gros tubes dans les années 2000. Ça commence en janvier, je crois, la tournée. J'ai toujours plein de dates de one-man show. J'ai mon manga aussi, Cob Astra, qui sort en 2026. On a une campagne Ulule qui a commencé à les soutenir, la campagne Ulule manga français. Forcément parce qu'on
Il y a beaucoup d'artistes français ou internationaux d'autres pays qui on a baigné dans la culture du manga étant enfant. Donc 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, nous aussi on a nos propres scénarios. Et donc il y a Cobb, Astra, le manga, suivez la campagne Ulule, donnez de la force pour les mangas français. Donc j'ai beaucoup de projets en cours, des clips qui arrivent, des nouveaux titres et tout qu'on poste sur les réseaux, quoi. Donc on est prêt à te revoir assez souvent. Ah ouais, one man show, ouais, sur scène, en stand-up, en concert. Peut-être dans ta cuisine. Je fais très bien les beignets aux pommes. Non, ouais, franchement, on est multitâche, quoi. Ok. Bon. Et tu sais quoi, je vais finir sur la dernière question. La dernière question qui me permet, entre guillemets, d'avoir imaginé cette émission Un jour un artiste. Voilà, si tu dois, au final, dire quelque chose, une seule chose aux téléspectateurs, tu leur dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais? Une seule chose. On va faire un message de paix. C'est un peu philosophique, mais bon, je dirais que je souhaite à tout le monde la paix, l'amour, le bonheur, la patience et que des belles choses, quoi. Moi, c'est ça que c'est naze, mais je pense que c'est le plus important. Que demander? La santé aussi, important, la base. La santé. Et puis surtout, la persévérance et la gentillesse. Exactement. Et puis après, du cul aussi. Ça fait quand même plaisir, quoi. Bon, je tiens à te remercier, Camille. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Bounet. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Je tiens à vous remercier et je mettrai par rapport à Ulule pour le. Ouais, le Cobb Astra, ouais. Je le mettrai dans le. Tu me donneras les liens et je le mettrai. Yes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à participer. Et puis à très vite pour une prochaine émission Un jour un artiste. À bientôt. Salut les gangs.